m'appelle Michel Bouffiou, je suis journaliste au sein de l'hebdomadaire Paris Match Belgique et j'ai beaucoup travaillé sur cette histoire du chef Lusinga, de son affrontement avec Emil Storms. Cette affaire Lusinga-Storms, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle pose plusieurs problèmes qui sont tout à fait d'actualité. Des questions sur notre histoire coloniale, est-ce qu'on la raconte complètement? Est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Que faut-il faire des objets qui ont été volés dans le cadre d'entreprises de conquête coloniale, puisque Lusinga a été assassiné par des mercenaires à la solde de Storms? On lui a volé des objets qui se trouvent aujourd'hui au musée de l'Afrique centrale à Tervuren. Lusinga a eu la tête tranchée par les mercenaires de Storms et son crâne a été ramené en Belgique et il se trouve dans une collection de plusieurs centaines de crânes qui se trouve au musée des sciences naturelles. Que faut-il faire de ce type de reste humain? Comment la Belgique va procéder pour enfin les restituer aux Congolais? Et puis, il y a aussi la question de l'espace public. Storms a sa statue au Square de Méus. Et là encore, que faut-il faire d'une statue pareille? Tout le débat actuel, avec toutes les thématiques autour de la colonisation, sont rassemblés dans une seule histoire, là, qui est donc assez emblématique à mon sens. Alors, Emil Storms était le chef de la 4e expédition de l'Association internationale africaine, une association qui a été créée en 1876 par le roi Léopold II et dont l'ambition était une ambition, en tout cas dans l'emballage, une ambition affichée de vouloir apporter la civilisation, d'être anti-esclavagiste. Ça, c'était, disons, l'emballage, mais en fait, c'était une entreprise de conquête coloniale. L'Association internationale africaine envoyait des voyageurs, ils étaient appelés comme ça, sur le territoire qui correspond aujourd'hui à la République démocratique du Congo, dans le but d'y conquérir des territoires, de convaincre des chefs locaux de signer des traités par lesquels ils délivraient la souveraineté de leur territoire à ces colons. Ces soumissions se sont passées de diverses manières. Certains chefs se sont parfois soumis par le simple rapport de force d'être confrontés à des hommes armés de fusils et d'armes qu'ils ne possédaient pas, donc il y avait un rapport de force complètement déséquilibré. Il y a eu tout de même pas mal de résistance, et l'histoire de Lusinga est l'histoire de l'une de ces résistances. Emil Storms est donc le chef de la 4e expédition de l'Association internationale africaine. Il quitte la Belgique le 5 avril 1882 et il prend la direction de Karema, qui est une station de l'Association internationale africaine qui a été créée quelque temps plus tôt, qui se trouve sur la côte orientale du lac Tanganyika, sur un territoire qui appartient aujourd'hui à la Tanzanie. Il va, dans un premier temps, fortifier cette station de Karema, et puis après quelques temps, donc en 1883, en avril 1883, il traverse le lac Tanganyika et il va créer une nouvelle station qui s'appellera Mpala, du nom du chef local, le chef Mpala, qui possédait le territoire sur lequel cette station s'est implantée avant l'arrivée de Storms. Alors, les rapports entre Storms et ce chef de Mpala sont des rapports de soumission. Ce chef ne va pas résister à ce colon blanc qui vient accompagner de mercenaires armés. Storms obtient assez facilement sa soumission. Mais par contre, dans la même région, d'autres chefs vont tenter de résister à ce colon qui arrive, à ce conquistador, on pourrait dire. Et parmi ceux-là, il y a une figure importante, c'est le chef Lusinga.
va vouloir en fait se positionner d'égal à égal avec Storms. Et Storms n'accepte pas cette idée, évidemment. Pour lui, il veut être tout puissant et il veut dominer complètement cette région. Cette histoire connaît son paroxysme en décembre 1884, lorsque Storms décide d'envoyer une expédition punitive afin de faire tuer Lusinga. Ceux-ci vont donc incendier les villages de Lusinga, tuer Lusinga, voler un certain nombre d'objets, par exemple des statuettes, qui n'ont pas disparu du tout, puisqu'elles se trouvent aujourd'hui au musée royal de l'Afrique centrale, où elles sont exposées, fort promotionnées par le musée, puisqu'il les considère comme faisant partie de ces trésors, entre guillemets. À l'occasion de ce massacre, il y a également, quand on se réfère aux écrits de Storms, même une scène de cannibalisme. D'autres sources ont mentionné aussi des viols. Enfin, c'est quelque chose, une expédition punitive, une expédition criminelle de grande ampleur. Au-delà des objets qui sont volés à Lusinga, il y a une autre chose qui se passe, c'est que les mercenaires de Storms vont lui ramener la tête de Lusinga. Storms la montrera d'ailleurs aux populations locales. Il la prendra à un moment donné et il dira voilà ce qui arrive aux gens qui résistent à l'homme blanc. Cette tête, ce crâne, Storms va le ramener en Belgique, ainsi que deux autres crânes d'autres chefs insoumis tués par ces mercenaires. Donc il revient en Belgique avec ces trois crânes, et ces trois crânes n'ont pas disparu non plus, puisqu'ils se trouvent aujourd'hui au musée des sciences naturelles, dans des petites boîtes à Bruxelles, un peu oublié de tous, de même que l'histoire de Storms a été également complètement oubliée. Il y a cette statue au square d'Oméus, mais cette statue ne raconte rien, il n'y a aucune signalétique. C'est une histoire qui a été complètement effacée parce que pendant des années et des années, les objets volés à Lusinga ont été présentés au musée de Tervuren sans qu'on explique les conditions dans lesquelles ces objets avaient été collectés. Aujourd'hui, on raconte un peu plus cette histoire pour les visiteurs du musée depuis que le musée a réouvert, et puis il y a eu les articles que j'ai écrits également. Donc aujourd'hui, on présente un peu plus les choses, mais le problème est toujours là. Ce sont des objets qui ont été volés de manière tout à fait criminelle. Ça pose tout de même un problème éthique important, de même que ces crânes qui se trouvent toujours, et dont le crâne de Lusinga qui se trouve toujours au musée des sciences naturelles. En fait, bon, voilà, ça c'est pas le vrai crâne de Lusinga, mais c'est une reproduction à l'identique du crâne qui se trouve au musée des sciences naturelles, qui a été faite par le musée lorsque j'ai fait cette enquête. Ce qu'il faut dire par rapport à ce crâne, c'est qu'il n'est pas du tout isolé. Il y a des tas de restes humains, plusieurs centaines de crânes qui sont conservés à la fois par le musée des sciences naturelles, mais il y en a aussi quelques-uns à l'Université libre de Bruxelles, et qui ont été récoltés à cette époque coloniale, dans des circonstances qui sont douteuses et qui posent pas mal de questions. En fait, au musée des sciences naturelles de Bruxelles, il y a plusieurs centaines de crânes qui appartiennent à une ancienne collection du musée du Congo, qui a été transférée là dans ce musée des sciences naturelles en 1964. C'est quand même bizarre de ramener des crânes comme ça, ça l'est de toute évidence, mais il faut replacer ça dans le contexte de la fin du XIXe siècle. C'est l'époque où se développent des sociétés d'anthropologie. Et donc il y en a une qui se crée à Bruxelles dans les années 1880. Ces sociétés à l'époque sont assez fascinées par une discipline qui s'appelait la craniologie, craniométrie. Donc on mesurait des crânes, et il y avait un certain nombre de
théories pseudo-scientifiques et tout à fait contestables et horribles, qui ont peut-être d'ailleurs nourri après certaines idéologies racistes, et qui, donc, par la comparaison des crânes, essayaient d'établir une hiérarchie entre les personnes selon leurs origines. Donc le crâne de Lusinga, lorsqu'il a été ramené en Belgique par Storms, a été présenté devant la Société d'anthropologie de Bruxelles en 1886. Et un professeur qui s'appelait Émile Houzé, qui travaillait notamment à l'Université libre de Bruxelles, a fait tout un exposé pour dire que le crâne de Lusinga montrait bien, d'après les mesures qu'il avait prises, etc., que c'était un être qui appartenait à une race inférieure. Mais donc il y a eu des exposés comme ça, il y en a eu de nombreux à l'époque. Et donc de nombreux crânes ont été montrés dans de telles circonstances, et c'est ce qui explique qu'il y a eu une collection qui s'est formée au niveau de la Société d'anthropologie de Bruxelles. Donc plusieurs dizaines de crânes font partie de cette collection. Ces crânes sont là dans des petites boîtes en carton. On n'en a jamais rien fait sur le plan scientifique, ils n'ont fait l'objet d'aucune étude. En fait, ces cartons sont un peu devenus des oubliettes. À la suite des articles que j'ai écrits, il y a tout de même eu un début de réflexion qui est toujours en cours, qui est lent à propos de ces restes humains, de savoir ce qu'il convient d'en faire. En 2019, le gouvernement fédéral belge a accepté de financer un groupe de réflexion qui s'appelle HOME, et qui est constitué de différents scientifiques et qui réfléchissent à ce qu'il faut faire de ces restes humains qui sont bien encombrants, de ces collections coloniales de restes humains, et donc qui essaye d'écrire un peu l'histoire de ces restes humains, et qui proposera finalement une position que la Belgique pourrait tenir par rapport à ces restes humains en termes de restitution, etc. Ce n'est pas évident parce qu'il faut une évolution législative pour permettre la restitution, puisque dans l'état actuel, c'est assez choquant de le dire, mais légalement, ces collections sont la propriété de l'État belge. Et donc, voilà, il y a un mécanisme législatif à enclencher pour pouvoir permettre la restitution, mais ce n'est pas du tout impossible. D'autres pays l'ont fait, la France, l'Allemagne, qui ont eu des problèmes du même type, et donc la Belgique est très en retard dans ce débat. À la suite de la publication des articles sur l'histoire de Lusinga et de Storms, il y a eu des personnes en République démocratique du Congo qui se sont manifestées pour demander la restitution du crâne de Lusinga. Il y a notamment une demande qui émane d'un monsieur qui s'appelle Thierry Lusinga et qui affirme être un des descendants du chef Lusinga. Et il y a une autre demande qui a été faite par un groupe d'universitaires de Lubumbashi, le groupe Murumbi, qui fait une demande qui, elle, est plus une demande communautaire au nom des Taboua, l'ethnie à laquelle Lusinga appartenait. Et voilà, mais ces deux demandes sont déjà maintenant relativement anciennes, elles datent de 2018-2019, et elles sont restées totalement sans suite. En fait, le gouvernement belge fait le mort par rapport à cette problématique pour l'instant. On verra ce que donnera ce groupe de réflexion de scientifiques, mais qui est amené normalement à devoir remettre un rapport en 2022, donc c'est assez lent. Mais peut-être que la commission au Parlement, Vérité et Réconciliation, aura un point de vue aussi à apporter dans ce débat. En tout cas, les autres pays ou d'autres pays qui ont été concernés par le même type de problème de collection coloniale de restes humains sont beaucoup plus avancés. La France a restitué des restes humains, l'Allemagne en a restitué également, la Nouvelle-Zélande également. Donc il y a comment dire,
une tendance forte sur le plan international à faire avancer ce type de dossier. Et en Belgique, on a encore pas mal de retard. Mais il y a tout de même eu une avancée qui est intéressante ces dernières semaines, puisque certains de ces restes humains qui se trouvent à l'Université libre de Bruxelles ont fait l'objet d'un accord de restitution entre l'Université libre de Bruxelles et l'Université libre de Lubumbashi il y a quelques semaines. Donc quelque part, l'Université libre de Bruxelles a précédé ce qui devrait se passer d'une manière plus générale avec ces restes humains par la suite. Mais il faut bien dire aussi, pour être tout à fait complet, par rapport à ce débat sur la restitution aux Congolais de ces collections coloniales de restes humains, c'est qu'il n'y a pas à ce stade de demande officielle du gouvernement congolais pour cette restitution. Donc ça permet aussi ce contexte-là au gouvernement belge d'avancer à un rythme très très lent. L'histoire de la statue de Storms est une histoire assez mouvementée. Elle a été installée en 1921 à l'occasion d'une journée coloniale où on a rendu hommage aux héros du Tanganyika en présence de diverses autorités, dont le bourgmestre d'Ixelles de l'époque, qui était Adolphe Beuil. L'histoire de cette statue est mouvementée parce que pendant la guerre, elle a été volée. Au départ, c'était une statue en bronze. On peut imaginer que c'est pour ça qu'elle a été volée pendant la guerre. Et donc, elle a été réinstallée en 1948 avec une nouvelle grande cérémonie, avec la même amnésie collective par rapport aux violences coloniales. Et là, en présence du bourgmestre de l'époque qui s'appelait Auguste Flaget. Aujourd'hui, il y a un autre bourgmestre à Ixelles qui nous reparle de cette statue depuis le mois de juin dernier et qui est Christophe Doulkeridis qui a annoncé son intention de faire disparaître cette statue du square de Méus. Mais bon, elle est toujours là pour l'instant. Alors bon, c'est un débat évidemment intéressant. Que faut-il faire de cette statue? Faut-il la faire disparaître? Ou alors, peut-être qu'il y a encore d'autres solutions, comme par exemple, mieux la contextualiser, parce que là, elle n'est pas du tout contextualisée. Quand vous êtes devant cette statue, elle ne vous dit absolument rien, aucune signalétique. Ce qui est un peu dommage dans ce débat jusqu'à présent, c'est que donc on a eu un bourgmestre qui, à un moment très précis d'ailleurs, c'était au moment du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, donc un moment où on allait beaucoup parler du Congo, etc. Donc un moment fort sur le plan médiatique, il y a eu cette déclaration en disant « je veux la faire disparaître », mais ce qui serait bien peut-être, c'est que on profite de la présence de cette statue déjà pour raconter une histoire et à travers cette histoire découvrir un peu plus l'histoire coloniale. Là, il y a peut-être quelque chose qui manque un peu. C'est un débat qui aurait pu être tenu autour de ces statues, que ce soit au niveau de la commune d'Ixelles, même au niveau bruxellois ou plus large encore, et de voir, bon, finalement, si c'est utile de la faire disparaître totalement, parce que bon, on fait disparaître aussi un peu l'histoire. Ou bien est-ce qu'il faut la garder et peut-être ajouter d'autres éléments qui font référence à Lusinga, une signalétique qui raconte cette histoire. Et donc là, ce serait intéressant finalement que la statue soit là, si elle nous dit ce qu'elle a vraiment à nous dire sur des pages du passé colonial que peut-être on a voulu effacer. Et donc là, ça pourrait être intéressant, on pourrait imaginer des enfants qui aillent dans ce square de Méus, mais qui voient une statue de Storms, peut-être éventuellement en plus une statue qui montre Lusinga, et en tout cas une signalétique qui permettent, par un tour de ce square de Méus, par un petit tour dans ce parc, de comprendre quelque chose sur notre passé. Je crois que là, c'est un débat qui devrait être beaucoup plus ouvert, plutôt que de vouloir simplement se débarrasser du buste, le mettre dans une réserve à Tervuren, puisque c'est un peu ça l'idée, ce qui n'a de toute façon
pas beaucoup de sens. Un buste de Storms à l'identique se trouve déjà d'ailleurs au musée de Tervuren.